Le procès de Cédric Jubillard, ouvert le 22 septembre 2025 devant la cour d'assises du Tarn à Albi, s'annonçait comme l'un des plus suivis de l'année. Depuis la disparition de Delphine Jubillard en décembre 2020, la France entière est suspendue aux révélations et aux rebondissements de cette affaire. L'absence de corps, les contradictions relevées dans les témoignages, ainsi que la personnalité complexe de l'accusé ont contribué à en faire une affaire hors norme, où le moindre détail est scruté par les médias et commenté par l'opinion publique. Dès l'ouverture du procès, plus de 300 journalistes ont été accrédités, transformant le palais de justice d'Albi en véritable fourmilière médiatique. Caméras, micros, photographes et chroniqueurs judiciaires. Chacun voulait capter un fragment de vérité ou à tout le moins une image marquante capable de résumer l'atmosphère lourde de cette audience hors du commun. Les débats devaient durer 4 semaines et chaque journée promettait son lot de révélations. Mais dès les premières heures, l'équilibre fragile entre liberté d'informer et respect de la justice a été mis à mal. Au cœur de ce bras de fer médiatico-judiciaire, une émission a rapidement attiré l'attention. Quotidien présenté par Yann Barthès sur TMC. L'émission, connue pour son ton incisif, ses chroniques décalées et son regard critique sur l'actualité, a toujours eu l'habitude de traiter des sujets brûlants avec un mélange d'ironie et de sérieux journalistique. Mais cette fois-ci, le choix éditorial allait provoquer une onde de choc bien au-delà des plateaux de télévision. Tout est parti d'une séquence diffusée le 23 septembre. On y voyait Emmanuelle Franck, l'une des avocates de Cédric Jubillard, conseiller à son client de baisser la tête à son entrée dans le box des accusés afin d'éviter d'être photographié dans une posture compromettante. L'accusé, visiblement tendu, aurait alors murmuré quelques mots expliquant qu'il avait déjà été pris en photo avec un rictus. Ces échanges, a priori anodins, ont immédiatement enflammé les réseaux sociaux. Le problème ne résidait pas seulement dans le contenu, mais surtout dans la manière dont cette séquence avait été obtenue. En effet, les journalistes de Quotidien avaient réussi à capter du son en salle d'audience, ce qui est strictement interdit par la loi française. Selon le Code de procédure pénale, aucune captation sonore ou visuelle n'est autorisée pendant un procès, sauf dans le cas exceptionnel d'un tour-image, c'est-à-dire quelques secondes de vidéo ou de photos accordées en début d'audience, avec l'accord des parties concernées. Or, dans le cadre du procès Jubillard, cette autorisation n'avait pas été donnée. Très vite, les avocats de la défense se sont insurgés. Mais Alexandre Martin, conseil de l'accusé, a pris la parole pour dénoncer une atteinte grave aux droits de son client. Le ton est monté. Nous avons franchi une limite inacceptable. Ce n'est pas seulement une maladresse, c'est une violation des règles fondamentales du procès équitable, a-t-il déclaré. Pire encore, l'avocat a annoncé son intention de déposer plainte contre l'émission Quotidien et sa production à l'issue du procès. La présidente du tribunal, mise devant le fait accompli, n'a eu d'autre choix que de réagir fermement. Le 24 septembre, elle a décidé de retirer l'accréditation du journaliste de TMC présent pour couvrir l'événement. Dans la foulée, une mesure radicale a été prise. Interdiction de tous les futurs de tours-images jusqu'à la fin du procès. Désormais, aucune photo, aucune vidéo de Cédric Jubillard dans le box ne pourra circuler. Une décision qui change profondément la couverture médiatique de cette affaire, jusque-là abondamment illustrée par des images fortes. Dans les couloirs du palais de justice, la décision a suscité des réactions contrastées. Certains magistrats, interrogés par la Dépêche du Midi, ont exprimé leur exaspération. On se demande s'ils l'ont fait exprès par malhonnêteté intellectuelle ou si c'est seulement de la bêtise. A confié l'un d'eux, pointant l'amateurisme d'une équipe de télévision peu habituée aux règles strictes du journalisme judiciaire. D'autres, au contraire, y ont vu une occasion de rappeler l'importance de préserver la sérénité des débats. Pour Yann Barthès et son équipe, cette affaire représente un coup dur. Quotidien, habitué à défrayer la chronique avec ses reportages originaux, se retrouve ici accusé de franchir une ligne rouge. Si l'émission n'a pas encore officiellement réagi, les critiques se multiplient déjà sur les réseaux sociaux. Certains reprochent au programme son manque de professionnalisme et son sensationnalisme. D'autres, au contraire, saluent le courage de montrer ce que beaucoup soupçonnaient déjà. Les coulisses d'un procès hyper médiatisé où chaque geste est scruté, parfois au détriment de la dignité des personnes impliquées. Quoi qu'il en soit, ce premier rebondissement montre à quel point le procès Jubillard ne se limitera pas à une confrontation judiciaire entre l'accusation et la défense. Il s'annonce aussi comme un terrain de tension entre la justice et les médias, chacun revendiquant sa légitimité à informer ou à protéger. Et dans cette bataille d'images et de sons, le nom de Yann Barthès s'est retrouvé malgré lui au centre d'une polémique nationale. Au-delà des polémiques médiatiques qui entourent désormais ce procès, l'essentiel reste le cœur judiciaire de l'affaire. Déterminer si oui ou non Cédric Jubillard est coupable du meurtre de son épouse Delphine.
Les enjeux sont immenses, tant pour les familles que pour la justice française, car ce dossier concentre de nombreux éléments sensibles. L'absence de corps, les contradictions dans les témoignages, les expertises, parfois divergentes, et une pression médiatique rarement atteinte pour une affaire criminelle. Dès le premier jour d'audience, la tension était palpable. Dans le box, Cédric Jubillard est apparu méconnaissable. Crâne rasé, silhouette amaigrie, regard fuyant. À ses côtés, ses avocats, Me Emmanuel Franck et Me Alexandre Martin, savent que leur mission est herculéenne. Leur objectif n'est pas seulement de défendre leurs clients, mais aussi de rappeler à tous que la présomption d'innocence demeure la pierre angulaire de notre système judiciaire, malgré l'immense suspicion qui pèse sur lui depuis plus de 4 ans. La défense s'appuie sur un argument majeur, l'absence de preuves matérielles irréfutables. Le corps de Delphine n'a jamais été retrouvé, ce qui constitue un handicap considérable pour l'accusation. Sans scène de crime précise, sans arme identifiée, sans traces ADN ou éléments décisifs, les procureurs doivent de bâtir leur démonstration sur un faisceau d'indices. Or, cette fragilité est le principal levier exploité par les avocats de Cédric Jubillard qui martèlent que leur client est victime d'un procès d'intention nourri davantage par les rumeurs et la pression médiatique que par des certitudes judiciaires. L'accusation, pour sa part, met en avant plusieurs éléments jugés accablants. D'abord, les tensions récurrentes dans le couple, connues de l'entourage et documentées par de multiples témoignages. Ensuite, le comportement jugé étrange de Cédric Jubillard le soir de la disparition, ses incohérences dans les horaires, ses explications changeantes sur ses faits et gestes, ainsi que le manque d'émotion relevé par certains gendarmes lors des premières auditions. Enfin, un détail revient sans cesse dans les débats. Le fameux rictus de l'accusé au moment d'entrer dans le box, symbole pour beaucoup d'un cynisme glaçant. Dans ce contexte, chaque mot, chaque geste, chaque réaction de l'accusé est scruté à la loupe, aussi bien par les juges que par les observateurs. C'est ce climat de suspicion permanente qui rend la tâche des avocats si difficile. Me Franck, habitué aux dossiers médiatiques, tente de recentrer les débats sur des points de droit. La légalité des procédures, la valeur des expertises, le respect des droits de la défense. Me Martin, quant à lui, adopte un ton plus combatif, dénonçant régulièrement le procès médiatique parallèle qui, selon lui, influence l'opinion publique et pèse sur le jury populaire. Le rôle du ministère public est tout aussi crucial. Les magistrats instructeurs et l'avocat général rappellent que, même en l'absence de corps, il est possible de condamner un accusé si les indices convergent de manière suffisante. Plusieurs affaires passées en témoignent, des condamnations ont été prononcées sans qu'une victime ne soit jamais retrouvée. Le parquet compte donc sur la force des témoignages, la cohérence des indices techniques et la psychologie de l'accusé pour convaincre les jurés. Les parties civiles, c'est-à-dire la famille de Delphine Jubillard, assistent elles aussi à chaque audience avec dignité mais douleur. Pour elles, le procès doit avant tout permettre de réhabiliter la mémoire de Delphine, jeune femme de 33 ans dont la vie s'est arrêtée brutalement dans des circonstances encore obscures. Leurs avocats insistent sur le besoin de vérité et sur le devoir de justice, au-delà des querelles procédurales. L'intervention des avocats dans cette affaire ne se limite pas à des plaidoiries spectaculaires. Elle touche aussi à des questions de fond. La polémique avec Quotidien en est une illustration. Pour la défense, il s'agit de rappeler que la justice n'est pas un spectacle. La salle d'audience n'est pas un plateau télé, et les règles existent pour protéger l'équité du procès. En portant plainte contre l'émission, Me Martin veut marquer un coup d'arrêt à ce qu'il considère comme une dérive médiatique nuisible à son client. Cependant, cette stratégie comporte aussi des risques. En attaquant frontalement un média populaire, les avocats de Cédric Jubillard prennent le risque d'apparaître comme cherchant à contrôler le récit, voire à museler la presse. Une accusation dont ils se défendent vigoureusement, nous ne voulons pas censurer. Nous demandons simplement le respect de la loi et de la dignité de tous, martèle Me Franck. Dans les prochains jours, les débats entreront dans le vif du sujet. L'examen des expertises téléphoniques, des analyses techniques et des témoignages de proches. Chaque confrontation risque de faire naître de nouvelles tensions, tant les versions divergent. Et si la défense compte sur ces contradictions pour semer le doute, l'accusation mise sur l'accumulation des incohérences de l'accusé pour convaincre les jurés de sa culpabilité. Ce procès s'annonce donc comme une épreuve d'endurance, où les avocats, véritables stratèges, auront un rôle déterminant. Ils devront non seulement convaincre par leurs arguments, mais aussi résister à la pression constante des caméras, des commentateurs et d'une opinion publique avide de vérité. Une bataille judiciaire, mais aussi une bataille d'image, qui révèle une fois de plus les tensions profondes entre justice et médias dans les affaires criminelles contemporaines. Si le procès Jubillard passionne autant, c'est aussi parce qu'il dépasse largement le strict cadre judiciaire. Depuis décembre 2020,
La disparition de Delphine a nourri des milliers d'articles, d'émissions spéciales, de reportages et de débats télévisés. L'opinion publique s'est emparée de l'affaire comme rarement auparavant, à tel point que chaque rebondissement devient un sujet de société. Et dans ce contexte, les médias jouent un rôle central, parfois accusés d'être trop intrusifs, parfois défendus comme une garantie de transparence démocratique. Dès l'ouverture du procès à Albi, les chaînes d'information en continu ont multiplié les éditions spéciales. BFM TV, CNews, LCI ou encore France Info se sont relayés pour commenter en direct l'arrivée de l'accusé, l'entrée des témoins ou encore les moindres déclarations des avocats. Cette couverture permanente a contribué à installer une atmosphère de feuilleton judiciaire où chaque détail est disséqué et amplifié. Le public, de son côté, consomme cette information presque comme une série télévisée, attendant chaque jour son épisode, son cliffhanger, son rebondissement. Dans ce climat, les réseaux sociaux ont pris une place considérable. Twitter, Facebook, TikTok ou Instagram regorgent de commentaires, d'analyses improvisées et parfois de jugements catégoriques. On y trouve des internautes convaincus de la culpabilité de Cédric Jubillard, d'autres plaidant pour son innocence et une grande majorité avide de commenter chaque image ou chaque mot diffusé. L'affaire est devenue virale, alimentant des discussions bien au-delà du cercle habituel des amateurs de chroniques judiciaires. C'est dans ce contexte brûlant que l'émission Quotidien a diffusé la séquence qui a mis le feu aux poudres. Or, cette polémique illustre parfaitement le rôle ambivalent des médias dans les affaires criminelles. D'un côté, ils sont accusés de nourrir le sensationnalisme, de franchir les lignes rouges du respect de la justice. De l'autre, ils apparaissent comme des témoins essentiels, capables de mettre en lumière des comportements, des attitudes ou des coulisses que l'institution judiciaire, parfois jugée opaque, préfère garder discrète. L'opinion publique, elle, se divise. Pour certains, le retrait de l'accréditation des journalistes de TMC est une sanction logique. La loi est claire et la justice doit rester un espace sacré, à l'abri des caméras indiscrètes. Pour d'autres, cette décision est perçue comme une censure, voire une volonté de contrôler le récit. Ces voix rappellent que le procès Jubillard est une affaire d'intérêt général et qu'empêcher les médias de montrer certaines images revient à priver les citoyens d'une part de vérité. La tension entre justice et médias est d'autant plus vive que ce procès survient à une époque où la frontière entre information et divertissement est de plus en plus floue. Les talk-shows, les chaînes d'infos et les plateformes numériques se concurrencent pour capter l'attention du public. Or, dans cette course à l'audience, l'affaire Jubillard est un sujet en or. Elle mêle drame familial, mystère criminel et enjeux judiciaires, le tout porté par une personnalité controversée. Yann Barthès, malgré lui, s'est retrouvé au centre de ce bras de fer symbolique. Le public, quant à lui, devient acteur de ce procès médiatique. Les discussions en ligne influencent la perception collective des faits. Certains hashtags liés à l'affaire sont devenus viraux, transformant l'instruction judiciaire en un véritable phénomène de société. Des vidéos explicatives circulent sur TikTok, des podcasts retracent l'enquête et des forums spécialisés analysent chaque pièce du dossier. Ce brouhaha numérique n'est pas sans conséquences. Il peut influencer indirectement les jurés ou du moins créer une pression supplémentaire sur eux. Les experts en communication rappellent donc que cette situation n'est pas nouvelle. De l'affaire Dreyfus à celle d'Outreau, en passant par les grands procès médiatisés des années 2000, la tension entre liberté d'informer et sérénité de la justice existe depuis longtemps. Mais à l'ère des réseaux sociaux, cette tension atteint un niveau inédit. Chaque erreur, chaque fuite, chaque image peut faire le tour du pays en quelques minutes, bouleversant la perception de millions de citoyens. Ainsi, le procès Jubillard n'est pas seulement un affrontement entre la justice et un accusé, il est aussi le miroir d'une société hyper connectée, avide de transparence, mais parfois prisonnière du sensationnalisme. Le cas de Yann Barthès et de Quotidien en est une illustration éclatante. En cherchant à montrer ce que les autres ne filmaient pas, l'émission a franchi une limite qui soulève une question de fond. Où placer la frontière entre droit à l'information et respect de la justice? Ce débat dépasse de loin le simple cadre de ce procès. Il interroge notre rapport aux images, à la vérité et au rôle des médias dans une démocratie. Car au fond, ce qui se joue dans la salle d'audience d'Albi n'est pas seulement le sort de Cédric Jubillard, c'est aussi la manière dont notre société accepte ou non de voir la justice se transformer en spectacle. Si le procès Cédric Jubillard attire tant l'attention, c'est parce qu'il mêle drame intime et grande exposition publique. Mais derrière le tumulte médiatique, une figure doit maintenir le cap et préserver la sérénité des débats, la présidente du tribunal d'assises d'Albi. Dans ce procès hors norme, son rôle dépasse largement la simple direction des audiences. Elle incarne à la fois l'autorité judiciaire et la garante de l'équilibre entre transparence et respect des règles. Dès l'ouverture du procès, le 22 septembre, elle a fixé un cadre clair. Pas de débordement, pas de spectacle.
Elle savait que cette affaire serait scrutée dans ses moindres détails et que la moindre faille pourrait nourrir polémique et contestation. C'est dans ce contexte qu'est survenue l'affaire Quotidien, véritable défi à son autorité. La captation sonore diffusée par l'émission a constitué une entorse directe aux règles de procédure et la présidente a dû réagir avec fermeté, en retirant l'accréditation du journaliste de TMC et en interdisant tous les futurs tours images. Elle a envoyé un signal fort. Dans son tribunal, la justice prime sur la médiatisation. Cette décision rare et radicale a surpris certains observateurs, mais elle traduit la volonté de préserver la sérénité des jurés et des parties. Car un procès d'assises n'est pas une tribune médiatique. C'est un lieu où se joue la vérité judiciaire, avec ses contraintes, ses lenteurs, mais aussi sa gravité. La présidente a également la tâche délicate de gérer les interactions entre les différentes parties. Entre une défense combative, un ministère public déterminé et des parties civiles meurtries, les tensions sont permanentes. À cela s'ajoute la présence de plus de 300 journalistes installés dans une salle annexe ou postés devant le palais de justice, tous prêts à rapporter le moindre geste. Sa mission consiste donc à maintenir un équilibre fragile, donner accès à l'information sans jamais compromettre l'équité du procès. Pour y parvenir, elle s'appuie sur des rappels constants au règlement. Chaque matin, elle rappelle les règles aux journalistes présents. Pas de captation, pas d'enregistrement, respect strict des consignes. Elle n'hésite pas à recadrer fermement lorsqu'elle estime qu'une limite a été franchie. Cette rigueur, loin d'être un caprice, vise à protéger l'ensemble du processus judiciaire. Car un procès marqué par des irrégularités médiatiques pourrait, en dernier recours, être entaché d'une suspicion d'iniquité. Mais cette fermeté n'empêche pas une forme d'écoute. Consciente de la soif d'information de l'opinion publique, la présidente a autorisé, dès l'ouverture du procès, des résumés réguliers, transmis aux journalistes par le service de presse du tribunal. Elle accepte également que les chroniqueurs judiciaires présents puissent relater les débats, tant que cela reste fidèle à la réalité et respecte la dignité des personnes impliquées. Cet équilibre subtil témoigne d'une volonté de concilier deux impératifs contradictoires, la transparence démocratique et la protection de la justice. Son rôle dépasse aussi la gestion du bruit médiatique. Elle doit veiller à la tenue de l'audience, à la dignité des débats et au respect des témoins. Dans l'affaire Jubillard, de nombreux proches de Delphine sont appelés à témoigner. Leurs interventions, souvent bouleversantes, nécessitent une atmosphère apaisée. La présidente intervient donc pour calmer les tensions, empêcher les invectives et rappeler à chacun, accusé, avocat, témoin ou juré, que ce qui se joue ici, c'est avant tout la recherche de la vérité. Cette posture n'est pas sans risque. Certains accusent déjà la présidente d'avoir cédé à la pression médiatique en réagissant trop fortement à l'affaire Quotidien. D'autres, au contraire, estiment qu'elle aurait dû aller plus loin en sanctionnant plus durement les journalistes incriminés. Ces critiques reflètent du bien la difficulté de sa tâche. Quoi qu'elle fasse, chaque décision est scrutée, commentée et souvent interprétée à l'aune des rapports complexes entre justice et opinion publique. Pourtant, au fil des audiences, son autorité s'impose peu à peu. Les jurés, composés de citoyens ordinaires, savent qu'ils peuvent compter sur une présidente capable de maintenir l'ordre et de recentrer les débats sur l'essentiel. Les avocats, même lorsqu'ils contestent ses décisions, reconnaissent son rôle de garante du bon déroulement du procès. Et les journalistes eux-mêmes, bien qu'agacés par certaines restrictions, comprennent que ces limites sont nécessaires pour préserver la crédibilité de la justice. Ce procès illustre une réalité plus large. À l'ère des médias omniprésents, les magistrats doivent désormais composer avec une nouvelle donnée, celle de la médiatisation instantanée. Chaque décision, chaque mot peut se retrouver analysé, critiqué, voire déformé dans la sphère publique. La présidente du tribunal d'Albi incarne cette nouvelle génération de magistrats confrontés à un double défi: rendre justice et gérer l'image de la justice. Ainsi, en sanctionnant Quotidien et en interdisant les images, elle n'a pas seulement réglé un incident ponctuel. Elle a posé un principe. Dans ce procès hors norme, la justice doit rester maîtresse de son récit. Un message qui résonne bien au-delà du palais de justice d'Albi et qui pourrait inspirer d'autres tribunaux confrontés à des affaires aussi médiatisées. Le procès de Cédric Jubillard n'est pas encore terminé, mais il a déjà livré une série d'enseignements sur les relations complexes entre justice, médias et opinion publique. L'affaire Quotidien, en plaçant Yann Barthès au centre d'une polémique, a rappelé à quel point la médiatisation d'un procès peut être à double tranchant. Elle peut éclairer le débat, sensibiliser l'opinion, mais aussi perturber le bon déroulement des audiences si les règles ne sont pas respectées. La première leçon, sans doute la plus évidente, concerne la nécessité de clarifier et de faire respecter les règles. La loi française interdit formellement toute captation sonore ou visuelle au sein d'un tribunal, sauf exception accordée par le fameux tour image.
Mais dans la pratique, la tentation est grande pour certains médias de contourner cette règle au nom du droit à l'information et de l'exigence de transparence. Le cas de Quotidien illustre cette tension. En diffusant un échange capté dans la salle d'audience, l'émission a provoqué une sanction immédiate, mais elle a aussi relancé le débat sur la pertinence de ces interdits à l'ère numérique. Deuxième leçon, la justice doit désormais composer avec une médiatisation instantanée et incontrôlable. Les réseaux sociaux diffusent en temps réel des bribes d'informations, souvent décontextualisées. Une phrase, un geste, un rictus peuvent devenir viraux et influencer la perception du public bien au-delà de la salle d'audience. Cette réalité impose aux magistrats et aux avocats une vigilance nouvelle. Ils ne plaident plus seulement devant des jurés, mais aussi devant une opinion publique connectée qui commente et juge sans attendre le verdict. Troisième leçon, la place des journalistes dans un procès doit être repensée. Leur présence est indispensable pour garantir la transparence et éviter les dérives d'une justice trop refermée sur elle-même. Mais leur mission doit s'exercer dans un cadre clair qui protège à la fois la liberté d'informer et la dignité des débats. L'affaire Jubillard montre qu'un équilibre est possible. Des comptes rendus précis, des chroniques judiciaires rigoureuses, des analyses pertinentes, sans franchir la ligne rouge des captations interdites. Cette affaire pose aussi une question plus large. Comment concilier la soif d'image d'une société où tout se consomme en direct avec les exigences de la justice, qui réclament du temps, de la sérénité et de la retenue? Certains plaident pour une évolution législative, autorisant davantage de captations encadrées, comme cela se pratique dans d'autres pays. D'autres, au contraire, défendent le statu quo, rappelant que la justice n'est pas un spectacle et qu'elle ne doit pas être soumise aux logiques de l'audience. Enfin, ce procès révèle une quatrième leçon: l'importance du rôle pédagogique des magistrats et des avocats. Dans une société saturée d'informations, il ne suffit plus de rendre justice. Il faut aussi expliquer la justice. Chaque décision, chaque sanction, chaque interdiction doit être justifiée et comprise, faute de quoi elle sera perçue comme arbitraire ou autoritaire. En interdisant les tours images, la présidente du tribunal d'Albi n'a pas seulement pris une mesure disciplinaire. Elle a aussi posé un acte symbolique destiné à rappeler que la justice obéit à ses propres règles, indépendantes des impératifs médiatiques. Le cas de Yann Barthès, malgré lui, devient alors emblématique. Il incarne les dérives possibles d'une médiatisation trop intrusive, mais aussi les contradictions de notre époque. Une société qui réclame toujours plus de transparence, tout en dénonçant le voyeurisme. La polémique autour de Quotidien ne sera sans doute pas la dernière. D'autres affaires viendront, d'autres procès médiatisés poseront les mêmes questions. Mais celui-ci marque un tournant, car il oblige chacun, magistrat, journaliste, citoyen, à réfléchir à la frontière entre droit à l'information et respect de la justice. Au terme de ces audiences, le verdict attendu dans quelques semaines dira si Cédric Jubillard est reconnu coupable ou non du meurtre de son épouse. Mais quelle que soit l'issue, une autre vérité s'impose déjà. Ce procès restera dans l'histoire comme l'un des plus emblématiques de la confrontation entre justice et médias. Il rappellera longtemps que la salle d'audience n'est pas un plateau télé, et que la quête de vérité exige parfois de résister à la pression des caméras. En définitive, l'affaire Jubillard nous invite à repenser la place des médias dans les grands procès criminels. Plutôt que d'opposer justice et journalisme, il s'agit de trouver un terrain commun, respectueux des droits de chacun. Car au fond, les deux poursuivent le même objectif: éclairer la société, faire émerger la vérité et garantir que justice soit rendue. Encore faut-il que l'un ne prenne pas le pas sur l'autre.